On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série dans laquelle je te parle de sociologie. Si tu connais pas cette série de vidéos sur ma chaîne, je te laisse regarder le lien qu'il y a dans la description. Ce sera une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent de cette thématique. Et aujourd'hui, on va continuer avec ce livre que je t'ai déjà présenté. J'ai déjà fait des vidéos sur les 3 premiers chapitres. Là, je vais sauter le 4e parce que je pars du principe qu'il n'est pas hyper... C'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais pour cette série de vidéos, je pense pas qu'il soit très utile parce qu'il est vraiment très technique, ça va assez loin dans les concepts abstraits et tout, et je me dis que peut-être que ce serait plus intéressant de directement passer au chapitre 5 qui est le chapitre de l'habitus, et c'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience de faire. D'ailleurs, à la base, je voulais faire qu'une vidéo sur l'habitus, et je me suis dit que pour parler de l'habitus correctement, c'est quand même cool d'avoir toutes les bases que j'ai déjà données avant pour vraiment capter le concept dans son entièreté. Donc vraiment, si t'as pas vu les vidéos à propos des chapitres précédents, je t'incite vivement à le faire pour comprendre au mieux ce dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est une notion extrêmement importante en sociologie et très utilisée. Et on va commencer sans plus tarder en faisant un petit rappel par rapport à ce que j'ai déjà pu dire dans les précédentes vidéos. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait parlé dans les vidéos précédentes du fait que les agents dans l'espace social s'orientent de façon plus ou moins consciente et spontanée dans l'espace social, de la même manière que l'on pourrait s'orienter dans un espace géographique, comme si on avait une boussole interne qui était calibrée au fur et à mesure de notre vie et à laquelle on n'avait plus trop besoin de réfléchir, puisque une fois qu'elle est calibrée, elle nous guide de façon assez spontanée. Ce parallèle, on va souvent l'utiliser, du coup voilà, ça me tenait à cœur de le rappeler, mais vraiment l'idée c'est de dire que l'espace social, à l'image d'une carte mentale qu'on peut avoir dans la tête de l'espace où on vit, et c'est une manière pour nous de nous orienter avec certaines directions que l'on prend en fonction de ce que l'on connaît de notre espace. On avait fait une vidéo sur les champs sociaux et on avait expliqué ce que c'était que les champs sociaux en sociologie, et donc pour reprendre le terme de champ social, on part du principe que chaque champ social va exercer une action pédagogique sur les agents, quels qu'ils soient, et de façon extrêmement multiforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que chaque champ social qu'on va fréquenter et dans lequel on va évoluer va avoir une influence sur nous qui va nous apprendre quelque chose. Et l'apprentissage que l'on va tirer de ce champ social va s'exercer dans un premier temps de façon plus ou moins explicite. Imaginons que je rentre dans le champ scolaire, je vais apprendre comment fonctionne le champ scolaire, comment fonctionnent les codes des écoles, de l'éducation, les professeurs, la récréation, etc. Donc dans un premier temps, je vais avoir conscience de ce que j'apprends, puis ce savoir va s'incorporer en moi de façon inconsciente, c'est-à-dire que une fois que je l'ai intégré, je vais plus devoir y réfléchir volontairement et me souvenir des règles précisément, puisque le savoir qui était dans un premier temps conscientisé va s'intégrer en moi comme une sorte de seconde nature. C'est ce qu'on appelle l'intériorisation des dispositions générales. Ça paraît être un terme très compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Intériorisation, tout simplement pour dire qu'en gros on va intégrer, assimiler un apprentissage, donc on passe du fait que l'apprentissage est extérieur et qu'il nous arrive au fait qu'il fait partie de notre fonctionnement à un moment donné. Et les dispositions générales, c'est justement des dispositions, comme son nom l'indique, qui vont calibrer notre boussole sociale interne et qui vont nous aider à nous orienter dans ce nouveau champ social. En d'autres termes, des dispositions générales intériorisées, c'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement des habitudes. On prend des habitudes sur lesquelles on n'a plus besoin de réfléchir consciemment, mais juste une fois qu'on les a intégrées, on les fait spontanément, on sait comment les faire, on sait à quel moment les faire, on sait avec qui les faire, et donc ça devient quelque chose d'assez naturel pour nous. Selon l'auteur, ces dispositions générales consistent à nous faire reproduire un certain type de pratique chaque fois que l'agent va se retrouver dans des conditions objectives reproduisant à peu près les mêmes conditions sociales initiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si, quand je suis à l'école, j'apprends certaines dispositions générales que je vais intérioriser, à chaque moment de ma vie dans lesquels je serai dans un contexte similaire aux conditions dans lesquelles j'ai appris ces habitudes-là, je vais ressortir cette habitude de façon plus ou moins spontanée. On va peut-être prendre un autre exemple pour que ce soit plus parlant. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui entre dans une équipe de foot. Cette personne va calibrer sa boussole sociale avec des nouveaux éléments qui sont propres au champ social du sport et plus précisément au champ du foot. Une fois sa boussole calibrée, en fonction du contexte dans lequel cette personne a appris
ces habitudes-là et ce nouveau calibrage entre guillemets dans sa future vie, même si ce n'est plus la même équipe de foot et même si elle fait un autre sport, dès qu'elle va se retrouver dans un contexte, une situation qui a des similarités avec la situation dans laquelle cette personne a appris à calibrer sa boussole de façon différente, et ben spontanément sa boussole va s'orienter comme dans le passé, au moment où elle a appris à se calibrer différemment. Par exemple, si cette personne-là, au bout de 15 ans d'arrêt de sport, se retrouve tout d'un coup sur un terrain de basket, peut-être que spontanément, elle va retrouver des réflexes, retrouver des habitudes et des pratiques qu'elle a appris beaucoup d'années auparavant, sans pour autant être dans exactement le même environnement social, mais ça reste un champ très similaire et donc la boussole va comme se réveiller, va comme se souvenir de ce qu'elle avait appris par le passé. Tous ces apprentissages que l'on va avoir de différents champs dans lesquels on va évoluer commence dès notre plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à apprendre des choses avant même d'avoir la capacité de mémoriser, de parler, d'exprimer des choses de façon explicite comme on pourra le faire quand on sera adulte, et donc ces apprentissages vont s'accumuler progressivement en nous et former ce qu'on appelle notre personnalité en fonction justement des différentes choses que l'on va intérioriser. Pour l'auteur, la personnalité, c'est le produit d'un travail pédagogique socialement déterminé. Le mot socialement déterminé, ça veut juste dire que, selon l'auteur, notre personnalité est majoritairement déterminée, façonnée par rapport à des critères sociaux, justement, ces apprentissages que l'on va apprendre dans différents champs. Alors évidemment, c'est pas mon domaine de prédilection, du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a en effet aussi des facteurs génétiques, biologiques et innés qui vont être une base pour construire notre personnalité, mais on part du principe, dans ce concept-là en sociologie, que la majorité des éléments qui composent notre personnalité sont des éléments acquis qui ont été justement déterminés par notre champ social et les différents champs que l'on va fréquenter. Si on devait donner une définition simple de ce qu'est l'habitus, ce serait un avoir, quelque chose qu'on a eu à un moment donné, qui s'est transformé en être. Pour citer l'auteur, l'habitus, en gros, c'est l'ensemble des traits que l'on a acquis, les dispositions que l'on possède, ou mieux encore, des propriétés qui résultent de l'appropriation de certains savoirs, de certaines expériences. Mais ces propriétés ont ceci de remarquable qu'elles nous possèdent autant que nous les possédons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que ces savoirs et ces apprentissages que l'on va s'approprier vont finir par nous posséder, puisqu'elles vont calibrer notre boussole interne et nous guider, même sans qu'on en ait volontairement conscience. On avait parlé de la logique systémique qu'il y a dans un champ social. Et donc, si on apprend quelque chose d'un champ social, ce que l'on apprend va dépendre de la logique qu'il y a dans le système du champ concerné et aussi de la position que l'on occupe dans le champ concerné. Et du coup, ça veut dire que même nos traits physiques, intellectuels, moraux, et toute autre chose que l'on va acquérir grâce à notre évolution dans ce champ va être cohérent avec la logique du dit système dans lequel on a appris ces choses-là. L'auteur nous explique: l'éducation imprime donc ainsi en nous un certain nombre de dispositions qui vont ensuite fonctionner comme des principes inconscients d'action, de perception, de réflexion, capables de produire spontanément, dans un grand nombre de situations, des réponses plus ou moins bien adaptées, mais exprimant toutes la même disposition fondamentale. Ça veut dire tout simplement que l'habitus, en fait, c'est beaucoup plus profond qu'un savoir situé à un moment donné que l'on peut recracher quand c'est nécessaire. En fait, ça fait tellement corps avec nous, ça devient tellement comme une seconde nature que ça va influencer les sphères les plus intimes de notre être, comme notre manière de penser, notre manière de nous sentir, notre manière d'aimer, notre manière de nous tenir, notre manière de nous percevoir, la manière dont on va se comporter, se tenir, s'habiller, les choses qui vont nous plaire à manger, nos relations sociales, enfin bref, ça va absolument tout influencer. En fait, on pourrait même prendre l'analogie avec le programme informatique, comme si on était des genres de systèmes informatiques hyper puissants, qui étaient programmés au fur et à mesure de notre vie de façon extrêmement personnelle les uns par rapport aux autres, et qui va créer des algorithmes chez nous, qui va faire des calculs automatiques, rapides, spontanés, mais tout ça a été calibré par justement les différents apprentissages
apprentissages que l'on a acquis en fonction des champs que l'on a fréquentés et dans lesquels on a évolué. Donc c'est vraiment comme si en fait les différents champs sociaux créaient des nouveaux algorithmes chez nous et qu'ensuite notre personnalité c'était en gros l'accumulation de tous ces différents algorithmes au fur et à mesure de notre vie. On va prendre un exemple concret pour illustrer. Rappelle-toi la première fois que tu as appris les opérations en mathématiques. On est tout petit, on est à l'école primaire et on nous explique qu'en gros 1 plus 1 ça fait 2. Donc là on nous explique ce qu'est le concept d'une addition. Avant d'avoir conscience dans notre cerveau du concept de ce qu'est une addition, on voit le monde d'une certaine manière. Et ensuite, quand on nous explique ce que c'est qu'une addition, on peut garder le concept de l'addition en dehors juste du calcul 1 plus 1 et garder ce concept dans plein d'autres espaces de notre vie et l'utiliser à notre guise quand on en a besoin pour comprendre notre environnement. Et donc il y a un avant que je comprenne les opérations en mathématiques, il y a un avant ma perception du monde à ce moment-là, et il y a un après, en fait, une fois que j'ai appris les opérations en mathématiques, et tout d'un coup, plouf, je calibre mon cerveau différemment, et je comprends les choses différemment, je me comprends différemment, parce que ça va bien au-delà du fait de faire 1 plus 1 égale 2. Tu comprends le principe d'addition et du coup, ça te change ta vision d'énormément de choses de ton entourage. Donc c'est vraiment comme un nouveau boulon que l'on va mettre dans ta machine et que tu vas pouvoir utiliser à ta guise. Alors évidemment, les êtres humains ne sont pas des ordinateurs et donc n'ont pas la limitation et la restriction d'un ordinateur en ce qui concerne la marge de manœuvre. C'est-à-dire que certes, on est sûrement programmé de façon plus ou moins inconsciente par plein d'éléments extérieurs à nous et assez inconscients, mais on a une forme de ce qu'on appelle l'agentivité, on a une forme de prise en fait sur les choses qui vont nous calibrer et donc on peut choisir d'une certaine manière d'avoir un contrôle sur ces choses-là, de décider de suivre le calibrage de notre boussole interne ou au contraire de la contredire. On peut façonner certaines choses dans notre calibrage par notre propre libre arbitre. Il ne s'agit pas de dire que nous n'avons aucune marge de manœuvre, aucun contrôle sur ce que l'on fait et que nous ne sommes que le produit et le résultat d'une détermination sociale, non, parce qu'on garde en considération que les humains ont une conscience, qu'ils ont une capacité de réflexion, donc une réflexivité sur eux-mêmes, et donc ils peuvent décider consciemment de prendre conscience du calibrage interne et d'avoir une influence sur ce calibrage. Si on reste dans l'image des programmes informatiques, il faut comprendre que tout au long de notre vie, on va recevoir différentes mises à jour au fur et à mesure de notre évolution, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'intégrer des nouvelles choses, d'intégrer des nouveaux outils de ces nouvelles mises à jour qui vont encore modifier nos algorithmes et ça va durer tout au long de notre vie. Ça veut dire que même si un jour à 60 ans, alors que je n'ai jamais dansé de ma vie, je me mets à danser, peut-être que ce sera beaucoup plus dur que si j'avais commencé la danse à mes 5 ans, mais ce n'est pas impossible, je peux quand même adopter de nouveaux outils, de nouveaux concepts que je vais intégrer et qui vont modifier mes algorithmes pour que je puisse apprendre à danser. Et c'est sûrement plus difficile et plus long à faire quand on a 60 ans que quand on en a 5. Là, on verra pourquoi tout à l'heure. Mais ce n'est pas impossible et ça continuera de toute façon qu'on le veuille ou non, puisque toute notre vie, on est en contact avec des champs sociaux qui vont représenter de la nouveauté par rapport à ce qu'on a déjà connu avant. Donc, il y a vraiment cette idée que les premiers programmes informatiques qui nous sont inscrits dans la tête vont être vraiment très ancrés, très profonds et durer dans le temps, mais ils ne sont pas intouchables puisqu'au fur et à mesure que l'on rajoute ces différents outils, on va pouvoir voir une évolution chez la personne. Et là, on va arriver au concept d'habitus primaire et secondaire, puisque je te donnais l'exemple tout à l'heure d'une dame qui apprend à danser à 60 ans. Et je t'expliquais que si elle avait appris à danser à 5 ans, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce qu'en effet, plus on est jeune, plus les dispositions que l'on va acquérir à ce moment-là vont former la base de notre personnalité et donc vont faire partie des piliers les plus solides de notre personnalité. Ça, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'ils sont intouchables et qu'ils ne vont pas bouger, mais juste que les premières choses que l'on va acquérir sont les plus difficiles à modifier dans le temps. On fait une différence entre l'habitus qu'on dit être l'habitus primaire et l'habitus secondaire. L'habitus primaire, c'est ces apprentissages que l'on va avoir dans notre petit
petite enfance et dans le tout premier champ social que l'on va fréquenter, la plupart du temps notre famille. Ce sont donc les dispositions les plus anciennes que l'on a acquises et par conséquent, qui dit ancienneté dit durabilité. Plus tu apprends tôt une disposition, plus elle a de chances de durer dans ton algorithme. Cet habitus primaire a beaucoup d'importance dans la formation de notre personnalité, puisque le moment où on va acquérir ces dispositions, c'est un moment que l'on va oublier avec le temps. Entre tes 0 et tes 5 ans, a priori, pour la majorité des êtres humains, ta mémoire ne fonctionne pas de la même manière que ce qu'elle va commencer à fonctionner à partir de 5 ans. Il me semble que quand tu atteins les 4-5 ans, tu commences à développer vraiment une forme de mémoire et donc progressivement, tu peux avoir des souvenirs plus clairs en grandissant de la période à partir de tes 5 ans que de ce qui s'est passé avant. Après, je sais qu'il y a des exceptions, il y a des personnes qui ont des souvenirs très clairs quand elles en avaient 2, 3, parfois il y a des événements traumatiques qui marquent, etc. Et on a aussi des souvenirs de l'ordre du sensoriel, des odeurs, etc. évidemment. Mais toujours est-il qu'entre nos 0 et nos 5 ans, il y a de très grandes chances pour que l'on oublie complètement dans quelles conditions on a acquis nos dispositions générales. Donc c'est pour ça que cet habitus primaire est si important dans la formation de notre personnalité, c'est que non seulement c'est un habitus très ancien, c'est le tout premier que l'on va acquérir, mais en plus de ça, il y a la dimension dans laquelle on ne sait plus comment on a appris ces choses. Et donc c'est plus difficile de remettre en question ces apprentissages-là, parce qu'on ne peut pas se rappeler du contexte dans lequel on l'a acquis. Et donc de se dire, ah mais oui, mais du coup avec le recul je me rends compte que tatati tatata. Non, tu t'en souviens pas, et donc t'as encore plus l'impression que ça fait partie de ta nature, que c'est inné, que c'est spontané, et donc ça renforce le côté pérenne et durable de cet apprentissage, puisqu'on a vraiment l'impression qu'on est né avec ça. Tout simplement parce qu'on ne se souvient pas de comment on l'a appris. C'est vraiment du coup l'habitus le plus constitutif de notre personnalité, et pour illustrer ça, je vais te lire un court passage du livre. Donc l'auteur nous dit « Mais à mesure que le premier programme est inscrit chez un agent, celui-ci tend à percevoir de plus en plus les expériences nouvelles en fonction de son habitus primaire, de telle sorte que les dispositions déjà acquises conditionne l'acquisition ultérieure des nouvelles dispositions. Et ça, c'est un point très important. Et ce point est vraiment central parce que vraiment les premiers calibrages de notre boussole interne ou les premiers programmes informatiques que l'on va acquérir vont créer vraiment cette souche qui va permettre d'avoir de nouvelles dispositions, mais qui va pas orienter les individus de la même manière. Et donc, dans les mêmes conditions, avec les mêmes opportunités, entre guillemets, avec les mêmes circonstances de vie, deux individus qui vont avoir des habitus différents ne vont pas se diriger spontanément forcément vers les mêmes choses. Tout dépend justement de la souche qui les a formés. Je vais te donner un exemple que j'ai vu en cours d'ailleurs. Alors, j'ai pas l'étude là sous la main, je saurais pas la retrouver, je pense, mais on essayait de regarder quels étaient les domaines d'études que choisissaient certains élèves qui avaient à un moment donné le même revenu, les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes opportunités, enfin bref, ils étaient tous au même niveau en termes de chance, mais à la différence près que parmi ces élèves, certains avaient eu des parents qui venaient de classes populaires, voire précaires, et d'autres élèves, eux, venaient de classes moyennes, voire supérieures. Sauf que à ce moment-là, dans leur vie, ils avaient tous les mêmes circonstances en termes de ressources, quelles qu'elles soient. Et donc, voilà, ils avaient tous les mêmes possibilités de choisir le domaine académique qui leur correspondait plus. Sachant que tous ces élèves pouvaient choisir la fac qu'ils voulaient et qu'ils avaient tous les mêmes capacités, on s'est demandé pourquoi certains élèves préféraient choisir médecine ou droit et pourquoi d'autres élèves préféraient choisir d'autres cursus qui étaient moins prestigieux entre guillemets et moins réputés pour être difficiles à réussir, comme les sciences sociales par exemple. Et on a remarqué dans cette étude que justement il y avait un lien, une corrélation entre le statut socio-professionnel des parents et le choix de faculté de l'enfant, alors que tous les étudiants avaient, je le répète, les mêmes circonstances de choix. Et qu'est-ce qu'il en a résulté? Tout simplement que, grâce à l'habitus inculqué par les parents, les élèves qui, eux, avaient eu des prédispositions générales à avoir justement la possibilité de faire des études prestigieuses, d'avoir de l'argent, de réussir dans la vie, comme on dit, etc.,
avaient plus spontanément envie et se sentaient plus en confiance et étaient sûrs d'être plus facilement acceptés dans des facs comme le droit et la médecine, qui sont des facs prestigieuses et très difficiles à réussir, alors que les autres élèves qui, eux, ne choisissaient pas ces domaines-là, alors qu'ils voulaient et qu'ils avaient complètement les capacités, mais juste qu'ils choisissaient spontanément d'aller, par exemple, en sciences sociales ou en sciences de l'éducation, alors qu'ils avaient les mêmes possibilités, se sont spontanément dirigés vers quelque chose qui leur paraissait plus accessible, parce que leur habitus, de par leur famille qui, elle, pour le coup, de ce côté-là, était précaire et venait des classes populaires, leur a fait comprendre, leur a calibré la boussole très tôt pour dire qu'en gros, ce serait plus dur pour elles et eux de réussir une fac comme médecine, par exemple. Et donc, spontanément, ils se dirigeaient vers des facultés qui leur plaisaient moins, mais qui leur paraissaient plus accessibles. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, à la différence des élèves qui étaient issus des classes bourgeoises et moyennes supérieures, ils avaient plus de risques à rater leur fac si jamais c'était le cas, c'est-à-dire que les élèves de classe élevée, bourgeoise, moyenne sup, s'ils rataient leur fac, comme ils ont l'habitus de cette classe-là, ils savaient très bien que de toute façon, ils pouvaient rater et que ça allait pas impacter leur vie non plus à un point monumental, qu'ils auraient quand même des ressources financières, qu'ils auraient peut-être leurs parents qui seraient là pour les rattraper, peut-être qu'ils ont plus de sécurité mentale entre guillemets à se dire je vais essayer et si je rate de toute façon c'est pas grave. Alors que les élèves issus des classes populaires ou moyennes inférieures, eux avaient en tête, à cause de justement l'habitus incorporé, l'idée que s'ils essayent médecine ou s'ils essayent droit, ils ont intérêt à réussir, parce que s'ils ratent pour le coup, ils peuvent se retrouver vraiment dans la merde, puisque leurs parents, de par leur classe sociale, leur a transmis peut-être plus l'idée de l'insécurité financière et de la difficulté à réussir, etc. Et donc cette souche que chacun et chacune de ces étudiants a eu quand ils étaient tout petits et qui n'avaient plus d'impact à ce moment-là forcément dans leur vie matérielle, a quand même influencé les directions qu'ils ont choisi de prendre. Donc là on a parlé de l'habitus primaire, qui est vraiment l'habitus que l'on va avoir dans notre tout premier cercle, dans notre toute petite enfance, mais ensuite vient ce qu'on appelle les habitus secondaires. En gros, ce sont des dispositions qui vont venir se greffer à notre habitus primaire. Et ce sont des dispositions que l'on va acquérir par exemple quand on va commencer à fréquenter la crèche, quand on va arriver à l'école, quand on va intégrer un groupe de sport, un groupe de musique, quand on va commencer à se faire des amis, à l'extérieur du cadre familial. Et parfois, ces nouvelles dispositions que l'on va acquérir peuvent entrer en contradiction avec notre habitus primaire, ce qui peut créer une confusion, une frustration, puisqu'on est obligé, nous, d'essayer de faire concilier certaines choses qui paraissent inconciliables, et ça peut être difficile à vivre, puisque par exemple, si dans notre habitus primaire, on nous a inculqué l'idée, je ne sais pas moi, que la religion c'est très important, et que dans nos habitus secondaire, on va acquérir des concepts qui n'ont rien à voir avec notre domaine religieux, peut-être qu'on va être dans un conflit et qu'on ne va pas savoir comment nous approprier ces nouveaux habitus tout en étant en accord avec les premiers. Et donc parfois, certaines personnes y arrivent très bien et arrivent très bien à faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qu'elles gardent et qu'est-ce qu'elles laissent pour réussir à garder un tout plus ou moins cohérent, mais d'autres vont être très perturbés par ces confusions-là et donc ne vont pas trop savoir comment réagir, ils vont peut-être ressentir un mal-être ou une difficulté à évoluer parce que justement il y a trop d'infos contradictoires. L'habitus primaire, donc cette souche de base, elle est d'autant plus durable qu'en fait, comme elle va justement nous influencer tout au long de notre vie, elle va avoir tendance à éviter les contradictions. Et justement, comme on ne veut pas vivre cet inconfort, qu'on ne veut pas vivre cette frustration d'avoir des sortes d'anti-concepts qui collent pas, et ben spontanément on va chercher à fréquenter des champs sociaux qui restent cohérents avec notre habitus primaire et donc qui va renforcer l'effet de cet habitus primaire. Donc on peut avoir tendance à éviter la contradiction et la frustration pour rester dans une forme de confort, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'adapter à la contradiction. Comme je l'ai dit, on peut très bien gérer plusieurs sphères sociales totalement disparates les unes par rapport aux autres en termes de valeurs, en termes de fonctionnement, etc. et réussir quand même à former un tout qui nous convienne et qui nous représente et qui nous fasse sentir confortable. Et là, on va rentrer dans le sujet un peu plus touchy de la chose. On parlait beaucoup de l'ordre établi, de l'ordre maintenu de la société dans les précédentes vidéos. Et là, l'habitus rentre totalement dans cette logique, puisque notre habitus de classe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec cette histoire d'étudiants qui choisissaient plutôt une voie que l'autre, va avoir un réel impact dans ce qu'on appelle la reproduction sociale. Notre habitus de classe, comme le dit l'auteur, en fait, c'est une transposition
sous forme de structures internes, des structures sociales externes. C'est-à-dire que si on vit dans une société qui est découpée comme ça, nous, on va intégrer le découpage comme ça. Et donc, les structures externes sociales deviennent les structures internes personnelles. Même si on vit dans un monde qui nous pousse à nous dire que tout le monde peut devenir riche, que cette société tourne autour du mérite, que n'importe qui peut s'extraire de sa condition, etc. Factuellement, si on regarde même statistiquement comment évolue la société depuis des dizaines d'années, on voit qu'il y a une forme de reproduction sociale, que la plupart du temps, des gens qui arrivent à passer de très pauvres à très riches, ça reste extrêmement rare, mais que la plupart du temps, il y a vraiment une forme d'inertie qui reste en place, sauf exception, et ça on va en parler dans d'autres vidéos, mais globalement l'ordre reste maintenu et établi, et le découpage des classes sociales ne change pas tant que ça. Les agents porteurs du même habitus de classe n'ont pas besoin de se concerter pour agir de la même façon, qu'il s'agisse du choix d'un conjoint, du choix d'un métier, du choix d'un député, du choix d'un mobilier. Alors ce qu'il explique en gros, c'est que quand on fait partie de la même classe sociale, même si on ne se connaît pas, il y a de très grandes chances pour qu'on ait énormément de points communs et qu'on n'ait même pas besoin de parler entre nous et d'expliciter certaines choses pour deviner quels vont être plus ou moins les choix spontanés de l'autre personne que l'on ne connaît pas. Tout simplement parce qu'on peut le déduire de l'habitus de classe. Alors ça ne veut pas dire que les personnes de chaque classe représentent un bloc homogène de personnes identiques, mais que l'habitus en effet inscrit en nous des points communs extrêmement forts et qu'on a peu de chances de se tromper si justement on tombe sur une personne avec qui on partage un habitus particulier, notamment l'habitus de classe, et de se rendre compte qu'en fait on peut même savoir presque à l'avance certaines choses sur la personne, tout simplement en faisant le parallèle avec notre habitus à nous. Et comme l'habitus de classe fait partie de nos habitus primaires, il va impacter à peu près tous les domaines de notre vie et c'est ce qu'on peut appeler par exemple notre style de vie. Qu'est-ce qu'on entend par style de vie ? C'est l'ensemble de nos goûts et de nos pratiques systématiques qui sont caractérisées par notre appartenance à une classe. Par exemple, ça comprend notre façon de nous habiller, de nous tenir, les normes de politesse que l'on va apprendre, même nos pratiques sexuelles, nos opinions politiques, nos croyances philosophiques, nos préférences d'esthétique, etc. Donc vraiment, ça va modeler notre vision du monde, notre vision des valeurs, du bien, du mal, du bon, du mauvais, etc. Quand on parle de savoir incorporer, il faut le prendre dans le sens figuré, mais aussi dans le sens littéral, c'est-à-dire que l'on va intégrer dans notre corporalité, dans notre physique, ces habitus-là. Il nous explique que le rapport au corps est vraiment central et que d'ailleurs, il est au centre des préoccupations éducatives. Par exemple, comment on doit se tenir, comment on doit s'habiller, comment on doit manger à table, quels sont les mots que l'on a le droit de prononcer, quelles sont les réactions qu'on a le droit de montrer ou pas. Je vais prendre un exemple, alors là c'est pas franchement de l'ordre de l'habitus de classe, mais ce serait plus par rapport à l'habitus de genre. Typiquement, on va plus encourager les personnes socialisées comme des hommes à ne pas exprimer des émotions de vulnérabilité comme des pleurs, de la tristesse, du désespoir, du désarroi. Et donc très tôt, ça va impacter notre manière même d'exprimer des choses aussi viscérales que les émotions. Et tout ça est un lien avec notre corporalité, notre manière de nous déplacer dans l'espace, par exemple, là moi je parle beaucoup avec des mains, il y a peut-être certaines fractions de classe dans lesquelles parler autant avec les mains, ça se fait pas, peut-être que c'est plus mal vu de parler trop avec ses mains, ou au contraire c'est très encouragé, ça peut aussi être une question culturelle, enfin bref, il y a vraiment tout qui se traduit dans notre corps et même dans notre apparence de manière générale. Par notre apparence, je veux dire, voilà, les types de vêtements, les types de maquillage, si on en porte, les coupes de cheveux, énormément de choses en fait qui va représenter, parce qu'en gros notre corps c'est un peu le reflet de notre intérieur, en tout cas c'est ce qu'on nous rabâche depuis qu'on est tout petit, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens s'ils te voient comme ci ou ils te voient comme ça? Donc on nous apprend en fait à manifester à l'extérieur ce qu'on nous inculque à l'intérieur. Et les groupes dominants de cette société nous inculquent quelles sont les images légitimes des corps. Pourquoi est-ce que les corps dominants dans la société, les corps qui ont du pouvoir, les corps qui sont protégés, partagent certaines caractéristiques communes que d'autres corps n'ont pas? L'auteur nous dit, en effet, cette image du corps légitime, d'un corps triomphalement harmonieux, beau, jeune, vigoureux, séduisant, est fort éloignée du corps réel de la plupart des agents.
Et ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de supprimer ou d'atténuer la discordance entre corps réel et corps légitime se sentent ainsi confirmés dans leur indignité, dans leur infériorité et dans le sentiment que cette infériorité est naturelle et irrémédiable, puisque beauté physique et laideur sont censées être des caractéristiques purement naturelles, innées, alors qu'elles sont essentiellement des définitions sociales et donc des acquisitions. Tu as sûrement déjà entendu la phrase que être riche rendait beau. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est riche et qu'on a le temps justement de s'occuper à ce point de notre apparence, on peut aller chez le coiffeur toutes les semaines, on peut s'acheter des crèmes pour le corps, pour le visage, des soins extrêmement coûteux, on peut se faire même des opérations de chirurgie esthétique, on peut s'acheter des vêtements de marque avec de la belle qualité, du beau tissu, des belles chaussures, enfin on peut avoir le temps et l'argent et l'énergie et même des gens peut-être à notre service pour justement participer à notre apparence et qu'elle soit le plus légitime possible dans la société. Et bien sûr, toute personne qui n'entre pas un minimum dans ce standard va être perçue comme marginale, comme indésirable, comme voilà quelqu'un qu'on veut pas avoir dans ces milieux-là de prestige et de pouvoir. Dans le monde tel que l'on connaît de nos sociétés occidentales, le modèle du corps légitime et de ce qui est désirable pas dans le sens forcément sexuel mais dans le sens général, genre ce qu'on désire globalement, c'est un corps blanc, un corps mince, un corps qui ne soit pas handicapé, un corps qui soit aussi un corps masculin, puisque ça c'est encore toute une autre thématique, mais les figures du pouvoir et de légitimité dans ces instances-là qui ont beaucoup de poids dans la société, bah, c'est très souvent des hommes, et donc tous ces critères en fait font l'archétype parfait du standard du corps à accéder, enfin vers lequel il faut se diriger. Un corps tout simplement normé, standardisé, qui va être représenté et surreprésenté absolument partout pour nous dire en gros quelle est la voie à suivre entre guillemets. On finira cette vidéo avec la dimension amicale et amoureuse des relations influencées par l'habitus, puisque même si je comprends tout à fait qu'on ait envie de croire en une forme spirituelle et magique d'un rapport amoureux et libre à chacun et chacune de concevoir l'amour comme on veut, selon les auteurs en sociologie de ce domaine-là, donc la sociologie critique et structurelle, eh ben, on part plutôt du principe qu'en fait l'amour et les amitiés c'est aussi quelque chose d'extrêmement socialement déterminé. Comme on peut le lire par exemple à la page 75, l'habitus de chacun lui permet de percevoir et d'apprécier spontanément, d'un point de vue de classe, la personne de l'autre. Ça veut pas dire que deux personnes de classes sociales différentes peuvent pas tomber amoureuses l'une de l'autre bien sûr, mais que en effet nos habitus de classe vont nous inciter et nous diriger plus spontanément vers des personnes qui font partie du même monde entre guillemets que nous, que l'inverse. Mais ça on va mieux en parler dans le chapitre sur l'homologie structurale. On va finir juste avec une citation du livre qui m'a paru aussi très pertinente, qui dit « Le rapport à autrui est d'abord essentiellement une communication d'habitus à habitus ». Si cette vidéo t'a plu et que mon travail de manière générale t'apporte quelque chose, je t'invite à faire un tour sur ma plateforme Utip si tu as envie et la capacité de me soutenir financièrement, même avec quelques centimes, ça me ferait super plaisir et ça m'aide au quotidien pour continuer à faire mes vidéos de la manière que je le fais. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip et aux personnes qui sont là au quotidien pour me donner du soutien dans mon travail. Je pense fort à vous, ça me fait très plaisir de voir que cette série de vidéos, même si elles sont moins vues que les autres, rassemble quand même une petite communauté de gens vraiment intéressés et qui sont tout aussi passionnés de ces thématiques-là que moi. Donc c'est vraiment une série que j'adore et que je vais continuer à faire. J'espère du coup que celle-ci t'a intéressé. On se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.